On m'a posé la question, est-ce que nous prévoyons d'amender la charte? C'est une question qu'il faut poser au peuple algérien. Le peuple algérien s'est prononcé. Seul, et nous l'avons répondu dans une question, seul le référendum peut départager les citoyens sur toutes les thématiques auxquelles ils peuvent être convoqués, et sur cette question, le peuple algérien s'est prononcé. La seule légitimité qu'on peut reconnaître, c'est la légitimité des citoyennes et des citoyens, dans mon pays ou dans n'importe quel autre pays. Et rien ne peut être opposé à la volonté populaire. La volonté populaire a donné mandat au président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, de mettre en œuvre des mesures. Certaines ont été prises, d'autres sont à venir, certainement, mais ce mandat a été confié au magistrat suprême qui l'a mis en œuvre. Sur la lutte antiterroriste, nous le disons, nous le répétons, les missions de sauvegarde de l'ordre constitutionnel, les missions d'ordre et de sécurité publique ne sont pas des missions qui sont venues avec le terrorisme, elles sont existées avant. Et les agents chargés de l'application des lois ont agi conformément aux instructions et au mandat qui leur était dévolu, celui de combattre la criminalité terroriste. Nous le disons et nous le répétons, toute allégation selon laquelle des agents publics auraient eu des agissements en dehors des missions constitutionnelles sont et peuvent, si des faits documentés sont établis, et doivent et seront et ont été punis. Il y a donc un séquentiel à faire entre les missions républicaines des institutions et entre les comportements individuels en dehors des missions. C'est ça le tracé que nous avons. La question sur la discussion sur la charte de la paix et de la réconciliation nationale peut être très longue et nous pourrions y consacrer tout l'après-midi. Mais me faisant fidèle interprète des 20 millions d'Algériens, des 20 millions du corps électoral algérien qui se sont prononcés pour l'apaisement, pour le pardon et la solidarité, pour la cicatrisation des plaies sociales induites par cette tragédie. Pour le peuple algérien, ce qu'il faut regarder, c'est l'avenir. C'est un avenir ensemble, sans exclusion, sans hiérarchisation de victimes, mais plutôt d'être à l'écoute, dans la maison-étude et dans le pardon. Un autre aspect a concerné la question où semble-t-il des violations de droits de l'homme se produiraient dans mon pays, dans les territoires qu'administre le Front Polisario. Faire la genèse de la question sahraoui nous prendra beaucoup de temps ici. Savez-vous que dans l'ensemble des missions de maintien de la paix dans le monde, l'ensemble des missions de maintien de la paix, la seule mission qui ne comporte pas un volet droits de l'homme, c'est la MINURSO, c'est la mission en charge de la question du Sahara occidental. La question qui se pose, pourquoi et quels sont les pays qui s'opposent à l'élargissement du mandat de la MINURSO aux questions de droits de l'homme? Tout le monde le sait. Au Conseil de sécurité, à chaque fois que des membres tentent justement d'ouvrir cette composante de droits de l'homme pour les Sahraouis, nous avons des lobbies qui se mettent en place pour justement ne pas permettre. Le haut-commissaire, dans sa dernière déclaration, au deuxième jour de l'actuelle session du Conseil des droits de l'homme, a fait encore un appel afin que cet appel soit entendu et relayé à New York pour que les questions, les allégations dont on a entendu tout à l'heure parler soient vérifiées sur le terrain par une documentation probante
2 missions techniques ont été dépêchées par le haut-commissaire dans les territoires occupés et dans les camps de réfugiés. Ce rapport n'a pas été publié. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Posez la question au secrétariat. La Commission africaine des droits et des peuples a effectué plusieurs missions d'information dans les camps de Tindouf. Cette documentation est disponible. Je vous renvoie à ces conclusions. Ce qui se pose, c'est que dans les territoires occupés et qui sont sous le mandat des Nations Unies, parce que c'est un territoire non autonome, la mission de l'Union africaine, les commissaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples se trouvent, hélas, interdits d'accès au territoire. Comme beaucoup d'ONG, comme beaucoup de parlementaires européens, comme beaucoup de congressmen américains, comme beaucoup de journalistes, comme l'épouse qui a entamé une grève de la faim citoyenne française, qui a été à 4 reprises refoulée. C'est pour vous dire que ces allégations sur de présumées violations de droits de l'homme dans les camps de Tindouf, seul un mécanisme impartial, neutre et objectif pourra les établir. Nous appelons, nous réitérons, et c'est une tribune pour moi, de dire que la MINUSO devrait élargir son mandat, que les missions techniques que le haut-commissaire a promis de reprendre puissent se rendre sur les lieux. Et je vous invite, en tant que mécanisme universel, d'avoir une connexion avec la commission à Bonjour afin qu'elle puisse vous renseigner. S'agit-il d'un conflit, si on peut appeler ça, entre droit de l'homme international et droit international des réfugiés? Je n'en sais rien du tout. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous avons offert cette hospitalité, nous avons offert cette protection à ces personnes contre leur gré qui sont réfugiées dans notre territoire depuis 40 années. Et la question qui se pose, ce n'est pas que des ONG ou qu'une littérature ait porté des allégations contre mon pays, mais de se poser la question, pourquoi ces gens-là sont-ils réfugiés? C'est ça le fond du problème. Qu'est-ce qui a conduit à ce que des gens quittent leur territoire et se retrouvent réfugiés dans un pays tiers? Fondamentalement, la question, c'est celle-là. Et la littérature est assez fournie pour voir ce qui se passe dans le territoire occupé. Le Conseil national des droits de l'homme, et avant le Conseil national des droits de l'homme, nous avons eu 3 étapes sur l'institution nationale. Nous avons eu un observatoire en 1992. Au moment où nous avions proclamé l'état d'urgence, moins d'1 mois après, nous avons mis en place un observatoire national des droits de l'homme pour être justement un contre-pouvoir. Ce conseil a fonctionné jusqu'à 2001 pour se muter en commission nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Le conseil a été créé par un décret, la commission a été créée par une loi. Le nouveau conseil est un organe de la Constitution. Donc en termes d'étapes et en termes d'évolution, à chaque fois nous passons dans un saut qualitatif pour justement conférer à cet organe le statut afin qu'il puisse répondre aux normes. Le Conseil national des droits de l'homme, qui est un produit de la révision constitutionnelle de 2016, installé en 2017, après qu'une loi ait été adoptée par le Parlement, se compose majoritairement de représentants de la société civile, et je suis un tout petit peu étonné d'entendre dire que c'est l'exécutif qui a proposé ou qui a désigné sa composante. Ce sont les ONG, ou pour celles qui ont une représentativité et qui ont une visibilité et qui ont de réelles activités sur le terrain, qui sont convenus dans des élections qui les concernent à pouvoir désigner leurs représentants au niveau de cette instance de droits de l'homme. Le Conseil, dans son assemblée générale réunie, a élu une présidente. C'est la première fois que ça arrive, que nous ayons une femme. Le Conseil élabore, vote son budget, et ce budget est transmis au ministère des Finances pour être mis à disposition. Il n'y a aucune autre autorité qui peut dire que vous en avez demandé plus ou moins. Et c'est ce qui s'est passé. Le Conseil recrute ses propres personnels. Ils ont même un statut dérogatoire par rapport à la fonction publique, puisque leur évolution et leur carrière, c'est autre. C'est pour vous dire toute l'indépendance
à laquelle l'État veut conférer à cet organe qui est un organe consultatif au même titre que le Conseil économique et social et d'autres organes. Nous sommes aux Nations Unies et les Nations Unies sont une grande famille. Une famille où les déclinaisons des sociétés, des cultures, des civilisations et des religions sont plurielles. Sur certaines références, sur les fondamentaux, sur le mauvais traitement, sur la prohibition de la torture, sur la personnalité juridique des personnes, sur la servitude de l'esclave. Ça, ce sont des choses que toutes les civilisations, toutes les cultures et toutes les religions condamnent. Mais sur d'autres aspects, sur le statut personnel, nous n'avons pas les mêmes références. Moi, j'appartiens à une autre religion avec ses propres références. Et je dois vous dire que nous avons voté, lorsque le Conseil a été saisi pour l'établissement d'une procédure, nous avons voté contre la résolution sur la mise en place d'un mécanisme relatif à l'orientation sexuelle. Et c'est pour ça que nous avons dit dans notre réponse que l'État algérien n'envisage pas de modifier l'article portant justement des sanctions en relation avec cette question. Nous sommes respectueux des autres religions, nous sommes respectueux des autres civilisations. Nous voudrions aussi qu'on respecte nos référents. L'organisation de la conférence islamique compte à peu près 60 États. Nous sommes plus d'1 milliard de personnes. Je crois que nous avons droit à être respectés et à être écoutés. Nous sommes aux Nations Unies et c'est cette richesse qui fait les Nations Unies. C'est notre diversité à tous. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent au nom de la liberté, mais ne sont pas libres de l'imposer à d'autres. Je crois que c'est ça le minima du vivre ensemble, si on peut appeler ça comme ça. Sur les questions relatives à l'avortement, et je passerai la parole à mon collègue du ministère de la Justice, nous avons eu toujours, dans le cadre de l'organisation de la conférence islamique, une position de groupe sur les questions liées à l'avortement, parce qu'elle renvoie justement à nos référents. Dans mon pays, dans ma législation, l'avortement existe, mais il existe sous condition. Lorsqu'il devient une menace pour la santé de la mère, lorsqu'il met en péril sa vie ou celui de l'enfant, ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique. Pour les autres cas, et je peux vous dire que plus de 95% des accouchements en Algérie se font en milieu assisté. Sur les statistiques relatives aux avortements clandestins, certains fournis par une ONG algérienne, je ne peux pas vous dire ni vous donner d'indications précises. Étant par essence clandestin, je ne m'aventurerai pas à donner un chiffre parce que je n'en ai pas connaissance. Je n'en ai pas connaissance. Voilà ce que m'ont inspiré un certain nombre de questions. Je reviendrai peut-être sur d'autres qui méritent davantage de précision. Je vais passer la parole à M. Sid Ahmed Mourad, directeur au ministère de la Justice, qui va vous donner quelques indications. Mais nous essaierons de vous donner l'ensemble et de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées, celles qui mériteraient peut-être une documentation, une précision. Nous prenons l'engagement devant ce comité à vous les faire parvenir lorsqu'elles sont plus précises, portent sur des noms, sur des faits, sur des situations documentées. Nous vous le ferons parvenir ce week-end une fois que nous serons rentrés à Alger. Merci, Monsieur Soualem, Madame la Présidente. Honorable assistance, j'ai été très honoré de faire partie de la délégation algérienne qui se fait un grand plaisir de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Donc nous n'avons pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais du moins les questions qui relèvent un petit peu de nos compétences. Donc je commencerai par une question qui a été plusieurs fois relevée, à mon grand étonnement, qui revient très souvent, c'est par rapport au lieu secret de détention. Je tiens à le préciser et à le rappeler au nom de ma délégation et au nom de tout le gouvernement algérien, qu'il n'y a aucun lieu de détention secret et que celui qui en a et qui en apporte cette allégation, nous le prions de bien vouloir nous apporter cette preuve et qu'on aimerait bien en investir
je vous assure, et sur ma parole, que aucun lieu de détention secret n'existe en Algérie. L'Algérie a adopté une panoplie de textes et de mesures qui assurent, sur le plan de la liberté des personnes, des mécanismes de surveillance draconiens. Nous citerons la Constitution qui vient d'être amendée en 2016, qui enfonce un petit peu, qui stipule que les lieux de garde à vue et les lieux de détention sont sous le contrôle, sous le strict contrôle des magistrats. Nous vous avons fourni une liste et des statistiques très documentées sur le nombre de visites des lieux de garde à vue. Je dis bien qu'aucune autorité, aucune personne ne pourrait s'aviser sur la base des articles répressifs qui ont été mis en place en matière de détention abusive, en matière de détention illégale, qu'une personne s'arrogerait le droit de détenir de manière illégale une personne, ce qui le mettrait réellement pratiquement en posture de personne qui doit répondre d'un acte pénal grave qui touche à la liberté des personnes. Donc, nous avons une loi qui vient d'être encore sous l'emprise de la Constitution qui vient d'être revue, le Code de procédure pénale qui prévoit des mécanismes assez draconiens en matière de liberté et en matière de garde à vue. Donc la garde à vue est soumise au contrôle du procureur de la République, la garde à vue est soumise aussi au contrôle des médecins, étant donné que toute personne qui est gardée à vue doit obligatoirement faire l'objet d'une visite d'un médecin qui doit attester que cette personne n'a pas fait l'objet d'une agression quelconque et qu'elle est en possession de toutes ses facultés et qu'elle n'ait pas subi de dommages corporels. Donc voilà un autre mécanisme. L'autre mécanisme, c'est le droit de visite des parents, le droit de recevoir la visite d'un avocat. Pour revenir à la visite de l'avocat, je vous dirais que c'est une nouvelle disposition qui vient d'être mise en vigueur au titre des dernières modifications du code pénal. Je dirais que peut-être c'est l'un des seuls pays à avoir révolutionné son code de procédure pénale parce qu'il était pour nous très très difficile dans les temps passés de mettre une telle disposition en vigueur et nous avons fini par mettre cette disposition qui permet à tout avocat de visiter leur client qui ferait l'objet d'une mesure de garde à vue. Voilà ce que je voulais dire sur les lieux de garde à vue, sur les lieux secrets. Donc je tiens à le rappeler que tout ce qui a été, tout ce qui est rapporté sur ce genre d'allégations est complètement infondé. Pour ce qui est de la formation des juges et des procureurs et des agents pénitentiaires en matière de droits de l'homme, je tiens à rappeler que pour ce qui est des magistrats, ces magistrats, quand ils passent un concours national, ils sont admis au niveau de l'école supérieure de la magistrature. Dans cette école, on leur prodigue quand même des modules assez importants et assez condensés en toute matière, et notamment sur la matière des droits de l'homme, sur les 3 années et dans un futur très récent. Et ce sera une formation de 4 ans et sur lesquels les modules des droits de l'homme seront très renforcés. Il en est de même pour ce qui est de l'école des agents pénitentiaires qui se trouve à Koléa a mis en place un programme de formation et ce programme de formation contient des modules assez importants de droits de l'homme. Ça, c'est pour les formations des magistrats et des agents pénitentiaires en matière de droits de l'homme, la formation initiale. Maintenant, il faudrait savoir que nous avons aussi une coopération quand même assez dense avec des mécanismes multilatéraux et régionaux, que ce soit l'ONUDC ou que ce soit l'Union africaine ou certaines autres organisations qui appartiennent aux Nations Unies en matière de cycle de formation continue qui est pratiquement adressé aux magistrats, qu'ils soient procureurs ou magistrats du siège, et même agents pénitentiaires, et aussi
les services de sécurité en matière de droits de l'homme. Donc nous avons quand même une panoplie de formation continue qui est très dynamique pendant l'année, qui est pratiquement destinée à ces magistrats qui sont en formation, auxquels on prodigue des formations de cycle continu qui peaufinent un petit peu leurs connaissances et qui améliorent un peu leurs connaissances en la matière. Pour revenir à la loi, je n'essaierai pas de m'étaler sur ce qui a été dit par son Excellence, M. Soualem, par rapport à la loi relative à la charte, mais je reviendrai sur l'article 45. Il y a certaines choses qui ont été dites sur cet article. Je dirais que pour ce qui est des poursuites qui ont été faites sur la base de cet article, notamment l'article 45 et l'article 46, je tiens à vous rassurer que les chiffres qui vous ont été donnés sont exacts. Nous n'avons pratiquement pas de poursuites pénales sur la base de ces articles. Du moins, nous avons un nombre très rare de ce genre de poursuites. Et même pour ce qui est des cas qui ont été soulevés par nos humbles experts, c'est que ce sont des cas que je ne vais pas citer nommément, étant donné que nous sommes sur un hémicycle où pratiquement tout est filmé et tout est entendu. Donc je n'ai pas le droit, par obligation de réserve, de citer les cas. Mais pour les cas qui ont été relevés, je dirais que c'est des personnes, les deux personnes que j'ai entendues, c'est des personnes qui ont fait l'objet de poursuites pénales sur la base d'infractions liées au chef d'inculpation de terrorisme. Donc un cas qui est considéré comme un repenti, comme un terroriste repenti, qui a apporté des armes à un certain moment et qui s'est repenti, qui a bénéficié des dispositions de la charte. Il a fait l'objet d'une poursuite pénale sur la base de cet article. Et un autre cas qui a fait encore l'objet d'une poursuite sur la base de cet article, mais sinon, nous n'avons pratiquement pas de poursuite. Et si des organes essayent de mettre un petit peu en évidence cet article et comme quoi qu'il serait une entrave à certains droits, moi je vous dirais, en tant que directeur des affaires pénales, que les chiffres relatifs à ce genre de poursuites sont infimes, complètement infimes. L'article 47 du Code pénal, pour ce qui est de l'article 47 qui, pour certains, définirait le terrorisme pour ce qui est du Code pénal algérien, nous n'avons pas la prétention d'avoir défini le terrorisme. Je dirais, comme le disait M. Soualem, je crois que jusqu'à présent, on n'est pas arrivé sur un plan onusien à définir le terrorisme. Donc la définition que vous trouvez sur la base de cet article, je tiens à vous dire que c'est un article qui a été transposé dans le Code pénal, étant donné qu'il était dans une loi qui existait depuis 1992. Nous avons le mérite d'avoir mis des articles de loi en 1992 parce qu'on était soucieux de la réponse légale face au terrorisme. Cet article a été plusieurs fois retouché. Je tiens à vous mettre à l'aise par rapport à tout l'arsenal juridique qui est en relation avec les actes relatifs au terrorisme. C'est que nous sommes en étroite collaboration et nous travaillons sous la collaboration des organes onusiens et notamment le CTED qui a plusieurs fois s'est déplacé en Algérie et a pu voir un petit peu les textes répressifs algériens en matière de terrorisme. Nous venons tout récemment de remodeler un petit peu les textes relatifs au terrorisme en Algérie. Nous avons transposé les normes qui viennent d'être mises en place par la résolution 2178 sur les combattants terroristes étrangers. Donc sur ce chapitre, on est complètement à l'aise. Par rapport aux observations qui ont été faites, il faut dire que la loi ne peut pas être définie de manière stricte sur tout le sens, mais il faut absolument qu'il y ait la lecture des magistrats. Donc il y a des aspects qui sont laissés à la libre appréciation des juges. À présent, nous n'avons aucune affaire qui a été pratiquement traitée de manière contraire au pacte. Et si vous êtes documenté sur des affaires en ce sens, nous serions heureux de les avoir, qu'on vous fasse une réponse sur ça. Merci, M. Mourad. J'avais oublié quelques questions qui avaient été posées tout à l'heure s'agissant de la coopération avec les mécanismes sur le statut de Rome, sur la liberté religieuse.
Sur le statut de Rome, cette question nous a été posée pendant notre passage devant l'UPR. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui était le chef de la délégation, avait répondu à la question. Nous sommes tenus par une décision de l'Union africaine. Cette décision figure dans les résolutions adoptées par l'Union africaine suite à ce qui s'est passé depuis la mise en place de la Cour et des poursuites qui ont été engagées contre certains dignitaires de certaines sphères géographiques plutôt que d'autres, alors qu'il est établi que les crimes parcourent le monde dans l'ensemble et sur l'ensemble des continents. Donc nous sommes tenus par une décision de l'Union africaine et c'est pour cette raison que l'Algérie n'a pas ratifié le statut de Rome. Sur la coopération avec les mécanismes, j'avais tout à l'heure dit que depuis 2011, nous avons lancé 13 invitations à 13 mécanismes. Nous avons réalisé 6, les autres viennent d'être annoncés pendant notre passage à l'UPR et le premier qui s'est manifesté, c'est le rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats qui se propose de venir le deuxième semestre de l'année courante et nous lui avons fait notification que nous étions prêts à le recevoir. S'agissant d'autres mécanismes qui ont été évoqués, j'avais dit que sur la dizaine ou la vingtaine d'années, 20 ans, sur chaque mécanisme, les cas ou les allégations soumises, nous avons répondu de manière circonstanciée sur les allégations et la documentation existe. Aujourd'hui, elle est sur Internet et vous pouvez trouver la réponse du gouvernement sur les cas allégués. Mais est-ce que 5 cas autorisent la visite d'un rapporteur spécial? Mon gouvernement pense que ce n'est pas le cas, qu'il y a d'autres préoccupations et d'autres sphères et d'autres endroits où les mécanismes devraient mieux et plus se concentrer pour voir ces allégations ou certaines pratiques générales et systématiques comme le définissent les mandats des rapporteurs spéciaux. Sur le groupe de travail sur les disparitions forcées, nous avons donné un accord de principe en décembre 2013 pour sa visite. Nous avons tenu 4 sessions et 4 réunions de travail. Un certain nombre de doléances nous ont été faites. Certaines sont en contradiction avec notre loi nationale. Nous ne pouvons pas donner des données personnelles de personnes ou de familles d'ayants droit parce que nous sommes limités par la législation nationale. Nous avons reçu dernièrement une demande de ce groupe de travail pour venir en visite le deuxième semestre de l'année prochaine. Nous sommes en train d'examiner sa demande et nous lui ferons connaître notre décision sur le timing. Sur la liberté religieuse et les minorités religieuses en Algérie, j'avais dit tout à l'heure que 99% de la population algérienne était musulmane. Nous avions des Algériens qui sont d'une autre confession. Mais de là à dire qu'un citoyen algérien, si on parle de citoyen algérien, ne peut pas obtenir un passeport ou ne peut pas se déplacer sur son propre territoire, le passeport aujourd'hui en Algérie, avec la facilitation des procédures et la simplification des procédures et la numérisation, le passeport peut s'obtenir au maximum en 48 heures. Et aucune autorité administrative aujourd'hui ne peut vous interdire d'avoir un passeport. Seul, ou vous reprendre votre passeport, seule une décision judiciaire. L'Algérie a beaucoup changé. L'Algérie a beaucoup évolué. Nous nous mettons tous derrière la justice. Et c'est la justice qui tranche. Vous avez un interdit de sortie et il faut une notification judiciaire pour cela. Vous ne pouvez pas avoir un passeport parce que vous tombez sous les dispositions de la loi qui temporairement vous interdit de disposer d'un passeport parce que vous avez un contentieux avec le Trésor, vous n'avez pas payé, etc., etc. Donc ce n'est pas l'arbitraire de l'administration. Sur la liberté de circulation, en relation avec la liberté religieuse, nous avons reçu des religieux étrangers rentrés avec un visa touristique, mais qui se sont adonnés à des activités religieuses qui ne sont pas en relation avec le visa dont ils disposaient. Ils étaient en violation de la loi. Et je le répète, l'exercice des cultes, autre que le culte musulman, obéit aux mêmes considérations légales de ce qui est fait et de ce qui est appliqué à la religion musulmane.
il est interdit de collecter de l'argent dans les lieux de culte. C'est valable aussi pour l'islam, c'est aussi interdit dans la mosquée. Vous ne pouvez pas exercer de culte dans une cave ou dans un garage ou dans un appartement. C'est interdit aussi pour l'islam. Donc nous ne faisons pas de discrimination en matière religieuse. Ce qui est applicable à l'islam est applicable aux autres religions. Nous ne faisons pas de différence sur la question. Sur la question du protocole 2, il y a toute une discussion sur la question de la peine de mort, pas seulement dans mon pays. Nous avons, et l'ancienne Commission nationale des droits de l'homme, a suscité en de nombreuses occasions des discussions qui ont mis en pratique des académiciens, des juristes, des religieux, et c'est toute une discussion très passionnée, très passionnelle. Mais pour le moment, la peine de mort dans la législation existe. La peine de mort est rendue dans les décisions judiciaires. Je prends un peu le chapeau du magistrat. Dans quel cas? Dans les cas où la personne poursuivie est absente, in absentia. Et lorsqu'elle vient, on recommence tout à zéro et elle aura le droit de se défendre. Il n'y a pas d'exécution depuis 1993. Et nous avons connu il y a 2 années un épisode très douloureux d'enlèvement d'enfants, de viol d'enfants, des situations où les citoyens ont manifesté dans la rue pour que les personnes qui ont été arrêtées auteurs de ces crimes crapuleux soient exécutées. Dans les pires moments de la criminalité terroriste, l'État n'a pas cédé et a maintenu le moratoire. C'est une question qui demande beaucoup de réflexion au sein de la société. Nous ne pouvons pas aller plus vite que la société. Nous ne pouvons pas faire des choses qui seraient inapplicables. C'est la société qui vous imprime la dynamique à laquelle vous devez avancer. Pour la commission Santeni et les disparus, le président de la République avait donné une lettre de mission à la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la base des bureaux qui avaient été ouverts au niveau de l'ensemble des préfectures d'Algérie, des wilayas, de recenser et de prendre toutes les informations et de les consolider dans un document et de lui faire des recommandations. Les recommandations de la commission Santeni ayant été demandées par l'autorité du président de la République, le rapport a été remis au président de la République. Ce n'est pas un rapport qui devait ou qui était prévu qu'il soit du domaine public. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les conclusions de la commission Santeni ont inspiré un certain nombre de textes, et nous parlions tout à l'heure de la charte, sur un certain nombre de mesures et d'accompagnement qui puissent toucher les ayants droit, les victimes, toutes les victimes. Peut-être que ma collègue du ministère de la Solidarité voudra dire quelques mots. Docteur, vous avez la parole. Merci, Votre Excellence. Madame la Présidente, honorable assistance, je voudrais répondre en étant très sommaire aux questions liées à la lutte contre les violences faites aux femmes. Tout d'abord, concernant la stratégie nationale de lutte contre la femme adoptée par l'Algérie, il faudrait savoir qu'en 2013, il y a eu l'installation de la Commission nationale de lutte contre les violences faites aux femmes par le ministère de la Solidarité. Cette commission est chargée donc du suivi et la mise en œuvre de cette stratégie. L'évaluation n'est pas sa mission principale, néanmoins elle nous a permis d'avoir certains chiffres et certaines visibilités sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette commission d'abord travaille principalement sur l'amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes, sur le renforcement du volet préventif par l'autonomisation de la femme algérienne, et bien évidemment sur un troisième axe qui concerne l'information et la sensibilisation sur ce thème-là. Donc les différents aspects de prise en charge des femmes en Algérie, nous avons tout d'abord le dispositif d'écoute, d'orientation et d'accompagnement qui vise essentiellement la réinsertion à travers l'ensemble qui existe, enfin le dispositif d'écoute existe à travers l'ensemble des wilayas par les directions des actions sociales et solidaires de wilaya. Donc au premier semestre 2017, nous avons pu enregistrer la prise en charge de 7354 femmes, dont 669 cas pris en charge au milieu résidentiel.
3309 ayant bénéficié d'une aide financière, 490 ont pu être réinsérés dans leur milieu familial. Donc la prise en charge résidentielle, il me semble qu'il y a eu une question sur les centres chargés de l'accueil des femmes, de jeunes filles et de femmes victimes de violences. En effet, il existe 2 centres nationaux, donc l'un qui se trouve à la wilaya de Tipaza et le second à la wilaya de Mostaganem, et un 3e qui est en cours de création. Additivement à cela, le ministère de la Solidarité dispose de plusieurs centres également qui prennent en charge les femmes de façon temporaire. Nous avons 5 établissements d'Yal Rahma à travers les wilayas d'Alger, Constantine, Oran, Skikda et Ouargla, mais également les centres spécialisés pour la protection et des centres de rééducation pour jeunes filles âgées de moins de 18 ans. Je remercie la délégation. Je vais poser une question de suivi très rapidement. Quelles mesures ont été prises s'agissant de la lutte et de la prévention des discours haineux, surtout contre les Amazighs? Merci. Monsieur Benachour. D'abord, je voudrais saluer sincèrement et souhaiter dire la bienvenue à la délégation algérienne au sein du Comité des droits de l'homme. Je voudrais intervenir juste pour lever un malentendu quant à la discussion relative à la loi sur la paix et la réconciliation nationale. Je voudrais dire à la délégation algérienne qu'il n'a jamais été question pour quiconque de remettre en cause la loi dans son ensemble ni le mécanisme de la réconciliation nationale. Ça serait déraisonnable. Ça serait absolument déraisonnable. On ne peut pas reprocher à un État, quel qu'il soit, de travailler pour la paix civile dans son pays. Et ce n'est dans l'esprit de personne de contester le mécanisme de la pacification de l'Algérie après la terrible épreuve dont vous avez tous parlé et que nous connaissons tous. La question n'est pas là. La question, c'est que certaines dispositions de l'ordonnance 01-06 ne sont pas conformes au pacte et qu'elles pourraient être contestées. Par conséquent, lorsque le gouvernement algérien, dans le mécanisme des communications individuelles qui peuvent présenter au comité, prend une position de principe pour l'ensemble de ces communications-là, je crois que c'est une mauvaise approche. Je vous le dis très sincèrement. C'est une mauvaise approche parce que le but de l'examen, de notre examen, n'est pas de contester la loi, mais de statuer sur des questions purement individuelles qui ne contrediraient absolument pas la loi sur la réconciliation nationale. Et donc, je trouve que cette démarche ne me semble pas tout à fait justifiable, d'autant plus que, et là, je vais vous parler très franchement, d'autant plus que dans certaines affaires qui n'ont rien à voir avec la réconciliation nationale, par exemple des affaires de corruption, l'Algérie se réfère à cette aide-mémoire sur la réconciliation nationale. Or, ce sont des affaires qui n'ont rien à voir avec la réconciliation nationale. Parfois, on a eu des affaires de corruption où quelqu'un qui est accusé de corruption a été attrapé, a été malmené. Enfin, il prétend qu'il a été malmené par la police ou des choses comme ça. Il vient devant le comité. Et puis, nous sommes surpris de voir que l'Algérie répond au comité que les affaires relatives à la réconciliation nationale ne sont pas de la compétence du comité, alors qu'il ne s'agit même pas d'affaires qui sont relatives à la tragédie algérienne, comme on a maintenant l'habitude d'en parler. Donc, voilà ce que je voulais dire. Très très simplement, notre attitude n'est pas du tout de contester le droit pour le gouvernement algérien de pacifier son pays. Ça serait absolument déraisonnable, comme je l'ai dit. Mais de contester certaines dispositions qui ne sont pas conformes au pacte. Et donc, j'invite la délégation algérienne à revoir cette question-là sur sa position en ce qui concerne les communications. Ça irait dans le prestige de l'État algérien, je peux vous le dire. Ça irait dans le prestige, ça travaillerait pour le prestige de l'État algérien auprès des institutions de l'Organisation des Nations Unies. Je crois que l'attitude du gouvernement algérien actuellement devant le comité ne sert pas tellement le prestige de votre État. Il vaudrait mieux pour un État qui dit défendre l'État de droit, le constitutionnalisme, etc., aller et défendre au fond dans les communications
relative à ces questions et non pas adopter une attitude de principe. Je crois que ça irait dans l'intérêt de l'État algérien. Le point relatif au mouvement associatif. Le mouvement associatif, le président de la délégation algérienne a tenu à mettre l'accent sur l'obligation faite au mouvement associatif en matière de mise en conformité. Je tiens sur ce point à apporter juste une petite précision pour dire qu'il ne s'agit en aucun moment d'une nouvelle création ou de nouveaux enregistrements octroyés à l'association. La seule obligation faite à ces associations, c'est de se mettre en conformité par rapport aux nouvelles dispositions introduites par la loi 1206, notamment en matière d'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes pour la vérification des comptes et des bilans financiers de chaque association, de la représentation de l'association après tant d'années de son existence par rapport à la sphère géographique, parce qu'il y a une distinction entre les associations nationales, les associations interwilaya, les associations de wilaya et les associations communales. Donc, je voulais apporter cette précision. Concernant donc le deuxième point qui est la participation de la société civile, le mouvement associé, notamment le mouvement associatif dans la vie publique. Les différentes expériences et les actions des différents secteurs gouvernementaux ici présents, notamment je citerai le ministère de la Solidarité qui sont présents, ont un lien étroit avec le mouvement associatif qui est actif dans le domaine y afférent aux attributions de ce département ministériel. Cet exemple s'applique à l'instar d'autres départements ministériels tels que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Santé, sans citer les autres départements ministériels en fonction de chaque association. Pour le compte du ministère de l'Intérieur, nous enregistrons que le mouvement associatif prend part aux travaux des différentes institutions mises en place par le ministère de l'Intérieur et est désigné, et les membres de certaines associations en relation directe avec leurs objectifs se retrouvent parmi la composante de ces institutions qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Je citerai à titre d'exemple l'Observatoire national du service public, l'organe chargé de la sécurité routière et de la lutte contre tout ce qui est accident de la circulation, et d'autres exemples peuvent s'inscrire dans cet esprit. La loi, pour la réalisation de cet objectif qui est primordial en tant que mouvement associatif, élément partenaire incontournable aux institutions administratives, prévoit certaines dispositions, notamment en matière de subventions allouées. Allouées en fonction d'un contrat-programme, ça implique la participation et le partenariat avec la société civile, une subvention allouée dans le cadre de l'objectif poursuivi et dans le but d'atteindre un objectif défini et arrêté en fonction de l'intérêt public. Voilà les deux points sur lesquels je voulais mettre l'accent au préalable. Revenons maintenant à certaines dispositions de la loi sur les associations qui ont été cités par M. Santos, notamment l'article 2 de la loi, l'article 23, l'article 39, l'article 46. Donc je dirais que c'est des dispositions qui sont prises, notamment je citerai l'article 2 de la loi qui interdit toute association de se constituer en violation des constantes et des valeurs internationales. Je dirais que cet article s'inscrit dans l'esprit et le contenu du pacte international des droits civils et civiques, notamment son article 22. Donc on ne peut en aucun cas constituer une association qui interviendrait en contradiction avec les valeurs et les constantes d'un État. Et c'est des dispositions qui sont, ces constantes, ces valeurs ne peuvent être définies, déterminées qu'en fonction, parce que demain, s'il y a un rejet d'une association, le rejet d'une association ne peut être que motivé. Et la seule instance habilitée à rejeter la création et à prononcer le rejet de création d'une association, c'est l'instance judiciaire. Donc l'instance judiciaire, le juge habilité a toute latitude de se prononcer sur les arguments et les raisons avancées dans le rejet d'une association ou d'une autre.
Maintenant, je dirais que le mouvement associatif, la loi 1206, avec ces nouveautés introduites dans le cadre des réformes introduites par son Excellence Monsieur le Président de la République en 2011, est intervenu en raison d'une expérience vécue depuis 62. C'est vrai que l'Algérie, depuis 62 jusqu'en 2012, a connu une série de lois et de règlements régissant le mouvement associatif. On est passé d'un régime d'agrément à un régime déclaratif. Pourquoi? Parce que la loi actuelle stipule que si l'administration ne se prononce pas dans un délai qui lui est accordé en fonction du champ d'intervention de l'association et de sa compétence, le délai dépassé, l'association est légalement constituée. Donc, à travers cette disposition qui vient à réconforter ce système déclaratif, et en aucun moment il ne s'agit d'un agrément d'une association. Voilà un peu pour ces points concernant les associations. Je voulais rebondir un peu sur l'article 39 de la loi qui donne à l'administration la possibilité d'aller vers une suspension et une dissolution. La suspension, avant que l'administration ne déclare cette suspension, il faudrait qu'il y ait un avis préalable à l'association de se conformer aux dispositions de la loi. Avec un délai accordé, vient par la suite cette suspension qui ne peut excéder un délai de 6 mois, si ma mémoire est bonne, conformément aux dispositions des statuts. Par la suite, ce n'est qu'à partir de là, et l'association ne s'est pas conformée aux motifs évoqués pour la suspension de son activité dans un délai raisonnable qui est accordé par le législateur à l'administration, vient la décision de dissolution qui ne peut être que par voie judiciaire. Maintenant, il faudrait ajouter une chose, que la Constitution de 2016 a rehaussé la loi sur les associations. Elle l'a rehaussé à une loi organique. En 2012, ce n'était qu'une simple loi. Actuellement, elle devient une loi organique, et une loi organique, tout juriste peut faire ce distinguo entre une loi et une loi organique en matière d'adoption, etc. Donc, elle a rehaussé cette loi pour donner plus d'importance au mouvement associatif, à son implication avec les ouvertures. Les ouvertures, je donnerai à titre d'exemple l'article 23 et 30. Si nous faisons cette comparaison entre la 90-31 et la 12-06, nous voyons qu'il y a cette différence. En aucun moment, la 90-31 relative aux associations ne faisait allusion à ce système de partenariat entre les associations nationales avec les entités étrangères, soit ONG internationales ou bien légations diplomatiques. L'article 23 vient instaurer ce système de coopération entre les associations. L'article 30 aussi, à son tour, vient pour encourager ces associations non seulement à tisser des liens de partenariat pour développer certaines activités, mais à pouvoir bénéficier de financement à la réalisation de leurs projets, à condition que ce financement soit obtenu en toute transparence, conformément aux objectifs initiés par les associations. Une association qui œuvre dans le domaine de la protection de l'enfance ne peut jamais obtenir un financement pour développer une autre action qui n'intervient pas dans ces objectifs, d'une part, et aussi pour garantir cette transparence d'argent, où est utilisé cet argent et à qui il est donné. Parce que je ne vous cacherai pas, Madame la Présidente, qu'il y a certaines associations qui n'ont pas d'existence légale, mais malheureusement, elles ont bénéficié de subventions et de financement de projets. Cette situation nécessiterait davantage une certaine coordination entre les différents partenaires en la matière. Voilà un peu pour ce qui est de la loi sur les associations. Je reviens maintenant un peu à la loi sur les réunions manifestations publiques. Pour revenir un peu à la loi sur les réunions manifestations publiques, selon les réformes toujours de 2011, la manifestation pacifique a été constitutionnalisée conformément à l'article 49 des statuts. Donc, et là, en tant qu'institution, nous sommes en train de travailler sur la révision de la loi 89, modifiée, complétée avec la 91, pour être un peu dans l'esprit des normes et des standards internationaux et conformément aux exigences, à l'expérience vécue. Donc là, nous sommes en train de travailler sur la réunion et la manifestation pacifique, qui est une nouvelle notion qui a été introduite dans la Constitution. Et là, nous insistons sur une question que
nous avons en priorité, et je crois que c'est dans le cadre aussi des standards internationaux, que l'ordre et la sécurité priment sur toute activité ou sur toute réunion ou manifestation publique. Voilà un peu en grosso modo pour ce qui est de la loi sur les réunions et manifestations publiques. Je m'en tiens à ce point s'il y aurait d'autres questions de suivi qui pourraient intervenir. Et merci Madame la Présidente. Thank you very much. Je tenais seulement à rajouter qu'en matière d'ISTM, je voulais dire que sur les interdictions de quitter le territoire national, que la loi maintenant a judiciarisé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune interdiction de quitter le territoire national qui ne peut être admise en dehors d'une décision judiciaire. Ça veut dire que c'est les juges et personne, aucune autre autorité. Je tiens à rappeler un autre détail qui vient d'être, on a omis de le citer, c'est que pour ce qui est des autorités, des opérateurs téléphoniques, pour renforcer un petit peu les libertés individuelles, une instruction a été donnée à tous les opérateurs de ne jamais et de ne plus communiquer aucune information sur les historiques et les identités des personnes qui détiendraient des lignes téléphoniques en dehors d'une injonction judiciaire. Ça se faisait avant sur simple instruction ou sur simple réquisition des officiers de police judiciaire. Maintenant, il y a une directive qui impose à ce que la demande soit motivée auprès des magistrats et des procureurs. Pour que cette demande soit avalisée, il faudrait que la demande soit justifiée. Et une fois qu'elle est justifiée, c'est le procureur de la République qui donne l'ordre à l'opérateur téléphonique de donner l'identité et même l'historique des appels, ce qui est très très important en matière de protection des libertés. Je vous remercie. Merci monsieur. Avant que nous ne concluions, je vais donner la parole aux différents intervenants pour des questions de suivi, puis vous pourrez prononcer votre déclaration de clôture. Ensuite, sachez que vous avez à disposition 48 heures pour présenter par écrit des réponses. Et donc ce délai est de 48 heures qui va commencer à partir de lundi, puisqu'aujourd'hui c'est la journée de l'indépendance. Voilà, donc 48 heures qui commence à partir de lundi. Sur ce, je donne à présent la parole aux membres. Monsieur Politi d'abord. Essayez de vous en tenir à 1 minute d'intervention. Merci. Tout simplement pour dire que j'ai suivi la suggestion du chef de la délégation. Je suis allé chercher les décisions du sommet de l'Union africaine. Je trouvais un résumé de la décision de 2017 sur la Cour pénale internationale de la stratégie approuvée par le sommet. La stratégie recommande que l'Union africaine adopte une double approche concernant la CPI, une approche qui vise aux réformes juridiques et institutionnelles de la Cour et de son fonctionnement, et une autre approche qui vise à renforcer l'engagement politique avec les parties intéressées. Aucune approche ne vise au retrait comme une conclusion prévisible ou un plan spécifique. Et nous savons que maintenant, il y a seulement le Burundi qui a en effet suivi la route du retrait de la Cour. La décision loue également l'esprit de coopération pendant les débats entre l'Union africaine et l'Assemblée des États parties à travers l'année passée et présage l'engagement des États africains membres de la CPI dans le processus de gouvernance de la CPI. Alors, la situation est différente, est meilleure que dans le passé. Il y a le problème des immunités des chefs d'État, nous savons qu'il y a ce problème-là, mais il n'y a pas une décision de l'Union africaine qui vise au retrait général ou qui impose de ne pas ratifier le statut de la Cour pénale internationale. Je répète, c'est une décision souveraine de chacun État et ça revient de la souveraineté de l'État, mais naturellement, il faut souhaiter que par rapport à un traité qui est un traité important du point de vue de la protection des droits de l'homme, on souhaite que tous les États deviennent membres d'un statut comme le statut de Rome. Merci. Thank you, sir. Mr. Benachur. Merci, madame. Je voudrais réintervenir sur la question de la clause de pardon. C'est vrai que je m'adresse à Sid Ahmed. C'est vrai que le code pénal algérien, j'ai vérifié, ne reconnaît pas que le violeur échappe aux poursuites. Ça, c'est vrai dans la loi algérienne. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une pratique des tribunaux? C'est une question que je vous pose. Est-ce que les tribunaux, vous êtes magistrat, donc vous êtes au courant, est-ce qu'il n'y aurait pas une pratique des magistrats qui serait tolérante vis-à-vis
des voleurs qui épousent leurs victimes. Merci, madame. Thank you. Madame Brandkerish. Madame Brandkerish, puis Monsieur Chani. Puis nous conclurons. Je voulais juste, pour la question de non-jeûneurs dont vous avez répondu d'une façon très catégorique, mais il semble quand même qu'il y a des cas spécifiques qui ont été rapportés par des sources différentes. Un dernier exemple, par exemple, ce serait déjà en mai cette année 2018, où il y a un tribunal de Guelem qui aurait en fait condamné un non-jeûneur pour atteinte à l'islam, qui a violé le caractère sacré du Ramadan et qui a été en fait à base de ça, mais en fait condamné à prison. Et il y a aussi, il paraît, d'autres cas donc dans les réponses, peut-être après cette session, si vous pourriez quand même les adresser aussi on peut. Une autre petite question, c'était, vous avez aussi parlé des voies de recours et aussi en connexion avec l'article 45 de l'ordonnance et l'exhaustion des voies de recours domestiques avant de venir dans les organes internationaux. Mais je voudrais bien savoir pourquoi il y a cette question qui a été soulevée hier aussi par M. Benachour avec l'aide-mémoire qui est citée comme quoi ce serait justement l'obstacle pour recevabilité de ce comité, et les deux arguments semblent quand même contradictoires. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Santos-Pais. Monsieur Chani, puis Monsieur. Oui. Thank you. I have not spoken Merci. Je n'ai pas pris la parole avant, mais je salue la délégation. Je la remercie de ce dialogue. Je voulais tout simplement me faire l'écho de ce qui vient d'être dit à l'instant par ma consoeur et avant par Monsieur Benachour sur les cas individuels. Le fait que les voies de recours soient épuisées ou non, c'est quelque chose sur lequel le comité se penche à chaque fois. Donc ici, nous attendons une réponse sur la mise en œuvre pour un cas que nous avons déjà examiné. Nous avons déjà examiné la disponibilité de voies de recours et nous sommes arrivés à la position qu'il n'y en avait aucun. Donc nous espérons que l'État partie va nous donner des informations à ce propos. Merci. Merci Madame la Présidente. Je vais être très bref. Je voudrais tout simplement remercier la délégation et surtout souligner l'aspect d'engagement et je dirais même de passion avec lequel vous avez soutenu vos positions. Nous avons fait le même, d'ailleurs, avec un peu plus de temps que vous-même, comme vous avez souligné. Mais je voudrais tout de même vous remercier infiniment de vos propos, parce que c'est toujours important de voir, parce que normalement l'histoire a plusieurs lectures, et il faut savoir aussi votre histoire, telle que la nôtre et telle que celle des victimes qui nous sont reportées, pour pouvoir après avoir, disons, en jugement sur le poids de chaque argument. Mais je vous remercie infiniment de votre disponibilité et surtout de votre gentillesse à adresser quelques-unes des questions délicates que nous avons posées. Merci. Merci. J'invite à présent le chef de délégation à intervenir pour les remarques de clôture. Merci Madame la Présidente. Merci à Mesdames et Messieurs les experts pour toutes les questions qui nous ont été posées. Cela a démontré donc tout l'intérêt et toute l'attente que vous avez eue à nous voir venir vers vous. Nous sommes venus avec de très bonnes dispositions à dialoguer avec vous, à vous apporter tous les éclairages sur les accomplissements qui ont été faits pendant une décennie. Il reste certainement beaucoup de choses à faire. Nous ne prétendons pas être au standard et d'avoir tout fait et tout fini. Mon collègue vous a entretenu de la révision constitutionnelle et des amendements à venir sur la loi sur les associations, sur la démocratie participative, sur le code de l'information. Il y a une série de chantiers qui sont ouverts. J'espère qu'à la prochaine échéance, nous pourrions vous donner les nouvelles indications sur ces nouveaux accommodements que nous allons faire. Nous sommes venus aussi parler sans complexe de l'Algérie d'aujourd'hui, avec à la fois ses réalisations mais aussi ses défis. Nous en avons beaucoup. J'en ai souligné le premier d'entre eux qui est la menace terroriste. Le second qui est la baisse de nos revenus. Nous subissons un contre-choc parce que nous dépendons, nous sommes un pays mono-exportateur et nous subissons des contre-chocs qui ont un impact sur la vie des citoyens de tous les jours. Et ce sont ces droits qui sont aussi des droits mesurables. Nous réalisons 500 000 logements sociaux que nous donnons aux citoyens. Il y a un troisième défi qui est le dividende démographique. Nous avons une jeunesse qu'on doit former, qu'on doit éduquer et à laquelle on doit trouver du travail. Ce sont autant de défis
Mais cela ne veut pas dire que nous baissons les bras. Bien au contraire, nous sommes mobilisés et nous regardons vers l'avenir. Nous sommes venus ici pour vous exposer les faits. Nous sortons d'une période très très dure. Et ces stigmates et ces plaies à cicatrisants prendront du temps au sein de la société. Ce sont des douleurs pour toutes ces familles et pour toute la société algérienne. La charte pour la paix et la réconciliation nationale est un processus et de notre avis une justice transitionnelle que nous avons mis en place. Dans d'autres contextes, on a choisi autre chose par rapport aux réalités de ces pays-là. Mais il nous fallait trouver une sortie à la crise et nous avons emprunté cette voie. Ce que nous attendons de votre comité, et c'était un peu tout l'intérêt de cela, c'est que aussi l'opposition soit reflétée. Et dans le compte-rendu et dans le relevé de conclusion de cette réunion, bien sûr, les ONG sont là et c'est leur rôle de dénoncer. Nous n'avons rien à dire. Mais en écoutant et l'État parti et les ONG et toutes les sources ouvertes, vous devez vous faire une opinion. Mais ce que nous attendons, c'est d'être accompagnés dans la consolidation de l'État de droit, de l'État civil, celui des libertés. Et nous avons besoin de signes d'encouragement de votre part. Il reste des questions que nous n'avons pas pu épuiser. Nous allons prendre à notre retour à Alger, parce que comme Madame le signalait, aujourd'hui est un jour férié, le week-end s'annonce juste après. Nous allons, dans les 48 heures auxquelles vous nous autorisez, vous faire parvenir un certain nombre de points que nous n'avons pas pu traiter. Hélas, je ne dirais pas que Madame la Présidente a été injuste en vous donnant plus de temps, mais quelque part aussi, je ne sais pas en termes internes, ces deux demi-journées sont-elles suffisantes lorsqu'il y a ces attentes d'un certain nombre d'années pour donner aux délégations et aux experts le temps suffisant pour échanger, se comprendre et surtout sortir avec un regard ensemble vers l'avenir. Merci Madame la Présidente, merci à vous, à bientôt, j'espère.